Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Dans un instant, le sommaire. Les différentes phases de l'organisation du Hajj 2014 au centre d'un point de presse animé ce matin par le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumra. Le Hajj 2014 est un Hajj techniquement réussi en dépit des péripéties du transport, a déclaré Bello Garba, commissaire du COHO. Aujourd'hui, 10 novembre 2014, une date, un anniversaire, il s'agit du 27e anniversaire de la mort du général Seni Kunce. Cet homme qui a dirigé notre pays de 1974 à 1987, dossier dans ce journal. Mesdames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information que nous débutons par l'actualité régionale. Des centaines des habitants du village de Malam Fatori qui partagent la même frontière avec Bosso, situé à l'est du Niger, de Difa, ont fui les dernières violences entre les éléments de Boko Haram et l'armée nigériane la semaine dernière. Les autorités locales ont du mal à assurer la prise en charge des réfugiés. Elles appellent les autorités au plus haut sommet de l'État de leur venir en aide. Précision avec le maire de la commune de Bosso, Jean, au téléphone ce matin par la télévision Labari. Le village de Malafatori est vidé, donc il n'y a plus de la population donc autochtone, ils sont tous à Bosso ou bien dans les autres villages environnants. Qu'est-ce qui a poussé ces populations à quitter le village de Malafatori? Vous connaissez, c'est la situation de Boko Haram. Et comment vous les avez accueillis? Bon, certains sont dans les familles d'accueil, d'autres ils sont dans la rue. Vous voyez, c'est pas facile, c'est très difficile. Dans chaque famille, on peut en trouver 50 à 60 personnes, sinon plus même. Et donc, présentement, avec cette vague, quelle est la situation? Les anciens, ils sont déjà installés. C'est comme s'ils sont chez eux, ils sont déjà installés. Et d'autres ont eu des tentes avec leurs partenaires. Cette nouvelle vague, comment vous préférez la gérer? La gestion, c'est pas facile, nous sommes trop défaits avec cette situation-là. Parce que déjà, il y a même une épidémie de choléra qu'on est en train de gérer. Tout l'assainissement du côté de l'assainissement cause beaucoup de problèmes. Il y a l'eau aussi, le forage, donc ça ne nous suffit pas. Les gens prennent l'eau de la Komadougou pour boire. Il y a des cadavres, avant tellement de morts qui sont noyés, il y a des cadavres, donc ça a un peu aggravé aussi la situation là. Quelles sont les mesures d'urgence que vous avez prises au niveau local? Au niveau local, vous savez, ça fait quelques mois, on est en train de gérer cette épidémie. Il y a eu la calmie. Sinon, nous avons choisi un site, nous avons construit, donc les gens, donc, avec un peu d'appui au niveau du PSI, nous les avons pris ça en charge. Maintenant, ça s'est augmenté pour l'instant, vraiment, la situation là, nous ne pouvons dire que ça nous dépasse. Donc, c'est très inquiétant. C'est inquiétant. Pour l'instant, il n'y a aucun partenaire parce que c'est pas facile. Ceux qui sont partis effectivement sur place pour assister aussi, donc, sont revenus. Et maintenant, quel est votre appel à l'endroit des autorités de Niamey? Surtout la sécurisation. Tout récemment, avant-hier même, ils nous ont envoyé beaucoup de militaires pour la sécurisation des personnes et des biens. Et nous continuons à leur demander de nous appuyer par rapport à ça. Parce que la commune est vaste, on ne peut pas se focaliser seulement au niveau de Bosso. Renforcer les dispositifs sécuritaires sur les frontières. Renforcer les dispositifs sécuritaires. Et si ça va durer, il y a des assistances aussi à l'État et aux partenaires, vraiment, de passer. Justement, et à l'endroit des organismes humanitaires, quel est votre mot? Oui, à l'endroit de nos organismes, vous savez, c'est vrai, ils n'ont jamais cessé de nous appuyer par rapport à ça. Avant-hier, je peux vous citer 3 à 4 partenaires qui étaient là-bas en train de travailler. Il y a eu donc cette coïncidence-là, ils se sont repliés. Donc, vous voyez, ils ne nous ont jamais resté, mais quand même, compte tenu de cette nouvelle situation, ils n'ont qu'à au moins nous appuyer à assister ces gens-là, que ce soit la famille d'accueil ou les réfugiés. Je l'annonçais dans les titres, 27e anniversaire aujourd'hui 10 novembre donc de la mort du général Seni Kunce, président du Conseil militaire suprême qui a dirigé notre pays de 1974 à 1987. Nous vous proposons à l'occasion de cet anniversaire de revenir sur le règne de Kunce et le souvenir que les Nigériens retiennent de lui. C'est un reportage signé Abdourazak Idrissa. Plus d'un quart de siècle après la mort du général Seni Kunce, la nostalgie de son règne, tout dictatorial qu'il fut, demeure encore chez une grande partie des Nigériens. Dès qu'on se souvient d'un dictateur, pour le regretter, cela signifie qu'il y a une crise de confiance, qu'il y a une crise d'adhésion. Cela signifie qu'il y a un problème avec les régimes qui se succèdent.
Et cela doit interpeller l'ensemble de la classe politique. Tout le monde. Ça veut dire que nous avons proprement échoué. Le Nigérien n'a plus honte de tendre la main pour demander. Le Nigérien n'a plus honte de mentir. Le Nigérien n'a plus honte de voler. Le Nigérien n'a plus honte de tricher. Le Nigérien n'a plus honte de tromper ou de trahir. Malheureusement. Les animateurs des différents régimes qui ont succédé à celui du Conseil militaire suprême et dont une grande partie ont géré et gèrent encore sous le tempo démocratique ont donc échoué. Cela ne dédouane tout de même pas la gouvernance du colonel devenu général. Kounché, c'est la rigueur. Kounché a traqué les détourneurs au point où il se raconte que même quand quelqu'un voulait toucher au sous de l'État, s'il levait la tête pour regarder la photo, elle en était dissuadée. Mais il n'empêche quand même que son numéro 2, le patron de son service de renseignement, était devenu quand même l'homme le plus riche du Niger. Et il était parti de rien. Donc, on peut dire que la rigueur de Kounché ne l'a appliquée qu'au Nigérien, mais pas à son entourage. Et sa rigueur également n'a pas donné l'impression que tous les Nigériens étaient logés à la même enseigne. Ce d'autant plus que certains s'enrichissaient pendant que certains s'enrichissaient allègrement, d'autres allaient en prison pour des broutilles. Kounché, compte tenu de sa politique de grands travaux, est l'un des chefs d'État qui a le plus endetté le Niger. C'est quand même la gestion de Kounché. Avec sa rigueur, Kounché devait démarrer le barrage de Kandaji, qui n'a jamais vu le jour. Kounché avait de la rigueur, mais beaucoup de détourneurs sont sortis rapidement de prison. Et quand Kounché a pris le pouvoir en 1914, le Niger comptait au moins 70 unités industrielles. C'est de rien que le premier régime du PPN-RDA a réussi à créer des unités industrielles qui, avant la mort de Kounché, ont complètement disparu. Seyni Kounché reste tout de même le modèle d'austérité, d'intégrité et d'abnégation. Le caractère de chef autoritaire qu'on lui reprochait reposait aussi, comme il aimait à le dire, sur le fait que les Nigériens sont extrêmement difficiles à gouverner, si bien qu'il faut de temps en temps les bousculer. Autre fait de l'actualité, le commissariat à l'organisation du Hajj de la Oumra a animé ce matin un point de presse à son siège. Il s'est agi pour le COHO de présenter le bilan du déroulement du Hajj 2014 qui a connu, selon le COHO, une réussite technique cette année en dépit des péripéties qu'a enregistré le transport à la Mecque des pèlerins nigériens, a souligné le commissaire Bello Gerba. Le résumé de ce point de presse avec Michel Légy. On ne peut pas avoir de Hajj sans qu'il y ait de problème. C'est globalement un bilan satisfaisant que le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumra a présenté au cours de ce point de presse. Selon le COHO, plusieurs insuffisances constatées l'année passée ont en effet été beaucoup améliorées cette année. C'est ainsi que les problèmes d'ordre sanitaire, d'hébergement et de restauration, notamment à Mina, point faible du Hajj 2013, est devenu un point fort dans l'organisation du Hajj 2014, a-t-il illustré. Par contre, les problèmes liés au transport qui étaient moindres l'année dernière se sont posés avec acuité cette année, particulièrement à la phase aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette année ? Cette année, il y a eu de nouvelles règles de transport, de fret, pas de fret, mais de charter de pèlerins, édictées par le pays hôte. Tout le monde s'est mis à négocier, dans la mesure où déjà les compagnies avaient été retenues et les quotas de transport étaient attribués. Il y a eu des négociations, et nous, nos négociations ont abouti avec les Saoudiens le 11 septembre. Le 11 septembre, on s'est entendu sur ce qu'il faut faire. Donc normalement, à partir du 11 septembre, on devait avoir toutes les autorisations pour atterrir en Arabie Saoudite. Mais nous n'avons eu les autorisations que le 24 septembre. C'est-à-dire 5 jours avant la clôture de l'aéroport de Médine. Et face à cette nouvelle situation, il a fallu s'adapter. Et s'adapter
nous sommes adaptés à mettre en place un point aérien avec la force technique de Max Air. Ce qui nous a permis, dans les 72 heures, de transporter tous les pèlerins nigériens à Médine avant la clôture. Les 3 compagnies, ce sont les 2 essentiellement, Air Niamey et Flynas, ont assuré en grande partie le retour des pèlerins. Alors Flynas fait 15 vols, plus un vol spécial que j'expliquerai, et Air Niamey Max 11 vols. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne des délais de séjour de nos pèlerins de 16 jours pour le plus court à 25 jours de les moyens. On n'a jamais vu ça au Niger. Ainsi, à la date d'aujourd'hui, tous les 13 156 Nigériens ayant effectué le Hajj 2014 avec des visas obtenus au Niger et ceux de courtoisie obtenus dans la sous-région sont tous rentrés, sauf 3 malades et 9 qui sont décédés, à déplorer le Coro. Par ailleurs, ce sont 24 tonnes de bagages devant être acheminés qui sont actuellement en terre sainte de l'islam pour les pèlerins ayant fait des achats en excès. Des éléments d'appréciation qui ont fait conclure au commissaire que chaque Hajj vient avec des épreuves inhérentes à son organisation et que le Coro ne ménagera aucun effort afin que les manquements constatés soient toujours corrigés et améliorés à chaque édition. Tous les Hajj ont leurs problèmes. Depuis que la première Umrah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu, ça a commencé par un problème. Vous savez qu'il était à la porte de la Mecque quand on lui a dit qu'il ne rentrait pas. Le programme d'appui à la société civile PASOK 2 organise depuis ce matin un atelier de 3 jours, une session de restitution de l'étude sur les centres de services pour les organisations de la société civile. Précision avec Nasser Dantoufou. L'atelier se tient à 1 an de la fin de cette phase du programme. Occasion donc d'évaluer ses performances. Pour ce faire, tous les acteurs sont là, bailleurs et bénéficiaires du PASOK. Le centre de service n'est pas seulement un bâtiment ou supplémentaire ou un élément supplémentaire qu'on veut mettre en place avec des objectifs que trop peu généraux. Au contraire, je crois que dans ce cadre-ci, le centre de service sera un outil qui, dans la pratique, pourra apporter des éléments, une valeur ajoutée réelle à ce que le PASOK a fait jusque maintenant et à vous permettre, vous, représentants des organisations de la société civile, d'avoir une opportunité d'appui supplémentaire de quelque niveau que ce soit en termes de services, en termes des procédures de l'Union européenne, en termes de rédaction de rapports, en termes de gestion de vos organisations et que sais-je encore. Donc, j'espère vraiment que vous allez tirer parti, vraiment tirer le meilleur de cet atelier et que qu'on va avoir un feedback de votre part pour donner à ce centre de service une dimension, ou plutôt la dimension réelle qu'elle devrait avoir d'ici la fin du PASOK et dans les années après le PASOK. C'est un atout pour vous et par vous, et j'espère vraiment que ça vous apportera tout ce que vous pouvez encore envisager pour justement au finish, avoir votre autonomie et assurer le tremplin entre le PASOK et l'après-PASOK. Des réflexions et des propositions qui sortiront de cette rencontre de 3 jours conditionneront un financement pour une 3e phase du programme, a fait remarquer le chef de mission. Nous avons confié un nouveau travail à un consultant qui va vous restituer, c'est là l'objectif principal de ces 3 jours, qui va vous restituer son enquête, ses travaux, et à partir de là, il y aura des groupes de travail qui vont se mettre en place pour approfondir, amender, donner des pistes pour l'avenir. Car comme le disait Madame Capella, le PASOK dispose encore d'une année devant lui, le PASOK 2, mais nous savons que l'ambassadeur de l'Union européenne a annoncé non seulement qu'il y aurait un PASOK 3, mais également une dotation financière extrêmement importante, ce qui nous permet, et je vous engage à garder ceci à l'esprit, ce qui nous permet aujourd'hui de réfléchir sur un pas de temps
au moins de 5 ans. On ne vous demandera pas au cours de cet atelier de réfléchir juste sur une année, c'est-à-dire l'année qui reste au PASOK 2, mais plutôt de vous projeter à un horizon de 5 ans. Le PASOK 2, faut-il le rappeler, a été initié et financé par l'Union européenne pour renforcer les capacités de la société civile pour une promotion de la bonne gouvernance dans divers secteurs. L'actualité politique avec la coordination régionale de Tawa du parti Lumana qui a tenu le week-end écoulé sa conférence régionale. La conférence a renouvelé sa confiance au président sortant, le député Babati Ahmed. La conférence a également réaffirmé son soutien au président du parti, Hamamadou. La réussite est dans l'action. C'est le thème de la conférence régionale du parti Lumana Africa de Tawa qui s'est tenue le 8 novembre dernier. Une conférence qui s'est passée dans une parfaite cohésion entre les militants qui ont une fois de plus renouvelé leur confiance au président régional, le député Babati Ahmed, qui a manqué de mots pour remercier les militants. duk Najeriya su diba talabijin ko gobe sai su gani taro da an kai nan don wani ba su yi sana'a ba akwai lumana a tawa haka ne a ce lumana a tawa karuwa suke ba ragewa suke kuma ina so ku sani lumana lalle tana da matsala amma matsalan nan da ta ba ta komi gare ta har yanzu lumana wadda suke tana nan president hamma shi ne president na lumana yau da gobe kuma insha Allah za mu kama musu sarar da Allah ya biya bukata siyasa tare da hamma ko ba mu yi ta ma Les participants ont également formulé des résolutions dans lesquelles ils ont réaffirmé leur soutien au président du parti, Hama Amadou. Tenu ce jour samedi 8 novembre 2014, la conférence régionale de la coordination de Tawa soutient sans réserve la candidature de son Excellence Hama Amadou au poste de président national du Modern Lumana Africa. Elle lui apporte son soutien indéfectible suite aux invectives et harcèlements dont il fait l'objet depuis le retrait du parti Lumana de la MRN. Résolution numéro 2. Résolument attaché à l'amitié nationale et à la République. Considérant que seule l'union fait la force, nous, militantes et militants de la coordination régionale de Tawa, réaffirmons notre appartenance à l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République AFDR. Appelons tous les démocrates sincères à nous rejoindre pour faire échec aux fossoyeurs de la démocratie. Motion spéciale à l'endroit du député Ahmed Babati. La conférence régionale de Tawa remercie l'honorable député Ahmed Babati pour ses appuis multiformes et sa loyauté aux idéaux du parti et le sollicite pour son plébiscite à la tête de la coordination régionale de Tawa. Cette conférence régionale de Tawa a enregistré la participation des différentes coordinations de la région. Ce qu'il faut surtout retenir au niveau du renouvellement du bureau de la région de Tawa du parti Lumana, c'est le consensus qui a prévalu. Restons toujours dans la région de l'Ader, mais sur un autre registre, 10 morts et 8 blessés. C'est le bilan d'une bagarre entre agriculteurs et éleveurs dans un village de la commune de Alela, département de Konu. La bagarre s'est produite dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Des précisions avec le maire de la commune de Alela, Salifou Souley, joint au téléphone par notre reporter Asma Achina. Justement, dans un village qu'on appelle Antounou, donc à 6 km donc, au nord du siège de la commune. Oui, c'est quoi l'origine de cette bagarre-là? Donc l'origine serait le dégât synthétique. Donc un champ de haricots donc, a été dévasté, où on a déjà récolté haricots entassés donc en même temps, où on estime donc que ça fait faire 5 kg. Ça s'est passé à quelle date exactement?
Ça fait de la nuit du 7 donc au 8. Quel est le bilan qui s'est soldé de cette bagarre? Donc le bilan 10 morts, donc 4 du côté agriculteur, 6 du côté éleveur, 7 évidemment blessés qui sont évacués à l'hôpital de Galmi, 6 donc au CSI d'aller là. Donc parmi les blessés, donc il n'y a aucun éleveur, donc ce sont toujours donc des agriculteurs. Mais quand même hier nous avons été beaucoup les malades avec les ministres délégués à l'intérieur, avec le gouverneur de la région, le préfet, donc le commandant donc, de la gendarmerie, donc avec les forces de défense et de sécurité. Mais quand même, le docteur nous a confirmé qu'il y a un qu'ils vont évacuer à Néné. Oui, et quelle est la situation sur le terrain actuellement? Bon, la situation est calme. Comme nous avons donc 4 véhicules de force de défense et de sécurité. Quelle disposition avez-vous prise pour que cela ne se répète plus? Bon, la solution donc qu'il faut envisager, c'est la sensibilisation de la communauté. Donc, stationner encore les forces de défense et de sécurité pour un certain moment. Il y a même le ministre donc, qui nous a insisté donc d'organiser un forum pour voir donc les forces et faiblesses, donc quelle est la cause des conflits. Comme donc le département de Koni est reconnu à ce qui concerne le conflit entre l'hiver et aussi pendant des années. 800 millions de francs CFA, c'est la somme que la présidence de la République aurait promis de verser chaque année depuis août 2012 à l'ensemble des députés nationaux, moyennant le doublement du crédit accordé à la plus grande institution du pays. Il s'agit là d'une révélation faite par le journal L'Enquêteur paru ce jour 10 novembre et qui a suscité la réaction des acteurs de la société civile nigérienne, n'est-ce pas, Adam Soumana? La représentation nationale abritant les élus du peuple dans une démocratie se veut avant tout le garant de l'état de droit. En effet, elle est l'une des chambres où se font les lois du pays. Cependant, si cette auguste institution de la République se permet de violer ses propres lois, l'on peut aisément dire qu'il y a péril en la demeure, et pire encore si la violation s'est faite en complicité avec d'autres institutions et pas de moindre sur le dos des pauvres citoyens comme rapporté par le quotidien privé L'Enquêteur. Vous ne pouvez pas, durant des années, décrier des pratiques malsaines au sommet de l'État et qu'une fois que vous parvenez au pouvoir, que vous fassiez pire que ce qui a été fait. Ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas acceptable du point de vue de la morale. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne peut pas justifier réglementairement et de par la loi ces 800 millions que le président de la République leur offre. Tout simplement, ils ont trouvé un canal intelligent avec cet arrêté numéro 060 du 23 août 2012, signé par le président de l'Assemblée nationale, qui, en son article 1er, dit « Il est institué une mission d'activité parlementaire sur le terrain pendant les intersessions, autres que la traditionnelle restitution parlementaire. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les députés de l'intersession vont partir se balader, ils vont prendre l'argent de l'Assemblée nationale, les 800 millions, on va distribuer à chacun sa part pour aller se balader, faire un tour dans les régions et revenir. Autre que leur mission régalienne, dont les avantages sont fixés par la loi. On ne peut accorder aucun avantage à un député en dehors de la loi. D'ailleurs, pas plus que les députés, même les autres. L'article 102 de la Constitution est très clair. Les traitements et avantages accordés aux responsables des institutions, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les responsables des institutions et les députés sont fixés par la loi. Donc, il n'y a que par la loi qu'on peut fixer un avantage qui peut être accordé aux députés et non par un arrêté. Donc, et là, ce qui se passe, c'est que, avec cette décision grave qui avait été prise en 2012, et en août 2012, pour instituer cette formule comment on appelle ça, de cadeau aux députés à l'occasion comment on appelle ça, de leur hors session, et cela montre très clairement que nous sommes pratiquement revenus dans la même situation que nous avons vécue. C'est ce qu'on appelle de l'indûment perçu.
Et cet argent est illégal. L'on se souvient encore que sous la Ve République, un scandale de moindre envergure avait secoué l'Assemblée nationale, faisant couler beaucoup d'encre et de salive. Aussi, si cette information relative aux 800 millions de la présidence à la représentation nationale se confirme, les acteurs de la société civile nigérienne n'entendent pas baisser les bras. Si cela se concrétise, il va falloir que nous menions une lutte citoyenne pour exiger le remboursement de ces frais de députés. 800 millions par an, c'est beaucoup. Ça peut faire beaucoup de puits, ça peut faire beaucoup de classes, ça peut faire beaucoup de cases de santé, ça peut faire baisser un peu le taux de la gratuité que l'État aujourd'hui a des difficultés à rembourser. Nous nous élevons contre ça avec véhémence et nous invitons tous les Nigériens à se mobiliser comme un seul homme. Dans tous les cas, nous sommes en train de nous organiser pour déterminer une date de réaction citoyenne pour qu'on puisse amener les uns et les autres à respecter mieux le peuple nigérien et que ces genres de décisions scélérates qui permettent aujourd'hui de retrouver... Pour certains acteurs de la société civile, les députés nationaux ne font qu'exceller d'année en année dans le pillage des deniers publics sous diverses formes. Dans un pays, avec tous les problèmes que nous avons, si aujourd'hui la population augmente, le nombre des choses à augmenter, le nombre des investissements à faire, c'est ce qui va intéresser le peuple. Comment aujourd'hui, parce que la population a augmenté, comment augmenter le nombre de médecins? Comment augmenter le nombre d'agents de santé? Comment augmenter le nombre d'enseignants pour prendre en charge les enfants qui sont le nombre les enfants qui ont augmenté? Comment augmenter le nombre comment dit-on, des policiers, des gendarmes pour assurer la sécurité des personnes et des biens? Comment augmenter le nombre des magistrats? Comment augmenter ainsi de suite? Comment faire des investissements utiles qui vont permettre aux populations de pouvoir sentir que, en raison de leur nombre, malgré leur nombre qui a augmenté, l'État a été capable de réajuster son investissement pour être à mesure de tenir compte de cette situation de l'augmentation des populations qui est constatée sur le terrain. Donc, ce n'est pas le cas. Les députés, les gens, la classe politique a estimé que ce qui l'intéresse, c'est de continuer à s'organiser pour casser le sucre sur le dos des populations. Augmenter le nombre de députés, 58 députés, c'est-à-dire à l'espace de 20 ans, de 2003 à 2004, on a augmenté 30 députés et de 2004 à 2014, on augmente encore 58 députés. C'est lamentable. Il est grand temps que les hommes politiques nigériens se ressaisissent et mettent fin aux interminables scandales politico-financiers pour ne songer qu'au développement du pays. Le système Baniroa Mbaka Enoa doit être banni à jamais. Le PJD Akika a organisé hier un meeting à la place de la concertation. À cette occasion, le président du parti, Maman Amissou, a livré un discours dont je propose de suivre l'intégralité dans ce public reportage. Bonne réception. Camarades, militantes et militants et sympathisants du PJD Akika, au nom du Présidium et du Bureau politique national pour la justice et le développement, parti d'opposition indépendante et à mon nom propre, je voudrais vous saluer, vous remercier d'avoir honoré de votre présence massive à ce géant meeting qu'organise notre grand parti ce jour dimanche 9 novembre 2014. Chers militants et sympathisants du PJD, votre présence massive à ce meeting nous réjouit car elle témoigne votre farouche détermination à combattre le gourou système. Votre mobilisation d'aujourd'hui est un signe encourageant qui montre que vous êtes désormais un levier fiable sur lequel peuvent s'appuyer les forces démocratiques crédibles pour débarrasser le Niger des prédateurs qui nous gouvernent, barrer la route aussi à cette classe politique. Il s'agit du PNDS Tareya, parti politique défaillant, compromise, qui pense avoir fait peau neuve, alors que dans un passé récent, ce parti a été un parti qui a occupé la rue pendant tout le temps et n'a fait que saccager les institutions de la République. À travers votre mobilisation, nous voyons le symbole de votre parfaite adhésion au combat noble et salutaire que mène le PJD Akika. L'alternance et le renouvellement de la classe politique dirigeante par des hommes et des femmes politiques neufs. Nous vous félicitons
Et nous nous réjouissons de cela. Et aussi du fait que les Nigériens comprennent et partagent chaque jour encore, plus massivement, nos idéaux et nos objectifs. Et comme vous le savez, à l'issue du congrès statutaire tenu le 24 août, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs pour les futures séances électorales de 2015 et 2016. Pour les atteindre, il nous faut une mobilisation et un soutien sans faille des uns et des autres sur le plan humain, matériel et financier. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel et patriotique. Tous ceux qui hésitent pour s'engager dans ce combat, qui est aujourd'hui l'unique voie pour sortir notre pays des fléaux qui le gangrènent, comme l'injustice, la famine, la misère, les maladies, l'analphabétisme, malgré les recherches naturelles. Nous appelons et nous encourageons les jeunes pour qu'ils s'engagent dans ce combat afin de dégager des commandes de notre pays, le régime actuel en 2016, ce qui permettra à des jeunes intègres, incorruptibles, d'accéder à des responsabilités. Mesdames et messieurs, au moment où nous tenons ce meeting pour fustiger et dénoncer, condamner et combattre la corruption, l'achat de conscience, la gabegie, le népotisme, le régionalisme, le favoritisme, le vol et le pillage des richesses nationales, le mépris et le non-respect des institutions et règlements de la République, érigés en méthode constante de gouvernance par le régime dictatorial, tyrannique de Mahamadou Issoufou, d'autres faits aussi graves méritent d'être relevés. L'aggravation, l'approfondissement de la crise politique, l'abandon des populations en elles-mêmes dans les souffrances, la détérioration voire l'absence du service public qui ne s'obtient que plus qu'avec des relations ou de l'argent. En effet, les populations subissent d'innombrables peines, dont le ralentissement voire la paralysie de leur activité, parce que personne ne doit être sous le trajet du président au moment de son passage pour éloigner la populace de la vue du président. Son service de sécurité interdit de garer sur la voie principale et dans les ruelles, dégage les véhicules avec une grue et fait payer des amendes aux propriétaires, interdit aux piétons de s'arrêter, de causer, de téléphoner sur le passage et ferme de force tous les commerces. Et au passage du cortège, rien ni personne ne doit bouger. Les gens peuvent faire le tour du monde, on ne trouvera aucun président se comporter de la sorte, même pas dans les pays en guerre contre le terrorisme. Autre problème sur la question sécuritaire. Malgré les centaines de milliards investis, la question de la sécurité reste préoccupante. Cela signifie que l'argent a été détourné par les tenants du pouvoir. Fait plus grave, en moins d'un mois, nous avions perdu plus de 18 forces de défense et de sécurité. Le PJD Hakika présente ses condoléances à la famille des forces de défense et de sécurité et à toute la nation nigérienne. Les faux fuyants ne trompent personne et ne changent pas le fond et l'origine de la crise politique au Niger, qui est née de la mauvaise gouvernance de Issoufou Mahamadou, sur laquelle les Nigériens se sont largement prononcés de fond en comble, et que la communauté internationale atteste en lui attribuant la dernière note à travers l'IDH du PNUD. Malheureusement pour lui, au lieu d'avoir la clairvoyance, la sagesse de tirer les leçons, comme François Hollande, de son échec cuisant, que les Nigériens payent par une paupérisation continue et généralisée, il fait feu de tout bois pour se maintenir au pouvoir. Après tant de déceptions et de souffrances provoquées aux Nigériens par celui-là qui s'était présenté devant eux comme le seul capable de concrétiser leurs aspirations au développement économique et social, à la liberté et à la justice, celui qui se prend pour le plus grand démocrate de la classe politique du Niger, le degré de mécontentement, de désenchantement est tel qu'aucun Nigérien honnête et sincère ne souhaite revoir Issoufou Mahamadou à la tête de ce pays au-delà de 2016. Le départ est la seule alternative crédible à son équipe belliqueuse, provocatrice, rancunière, revancharde, dont les pratiques non orthodoxes ont sapé les bons et paisibles rapports sociaux qui existent entre les populations du Niger, les injustices, les frustrations qu'a fait subir à tous ceux qui ne sont pas proches de leur pouvoir. Le régime de renaissance n'est que la renaissance de l'État policier avec des écoutes téléphoniques, des agents de secret chargés
de suivre et d'espionner des leaders et des citoyens et son climat de suspicion. Le régime des Renaissants n'est ni plus ni moins qu'une vaste entreprise à tuer la démocratie à travers des actions de manipulation et d'affaiblissement des institutions de la République, d'enrichissement illicite, de corruption et d'achat de conscience des citoyens. L'exemple de l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui l'ombre d'elle-même et qui a perdu tout crédit aux yeux de population à cause des intrigues et des coups bas, des complots et de la corruption des députés ouvertement orchestrés. Inch'Allah, ouvertement orchestrés par le président de la République, et aussi le cas des autres institutions prouve à suffisance que Issoufou Mahamadou œuvre plus à être l'homme fort au lieu de construire des institutions fortes pour le Niger. Mais l'histoire récente du Burkina Faso vient montrer à tous ceux qui pensent être au pouvoir, parce qu'ils sont plus forts, que seul le peuple est éternellement le plus fort en matière de détention de pouvoir. L'exemple du Burkina Faso nous montre encore qu'un régime peut transformer des salariés en milliardaires du jour au lendemain, peut transformer des petits commerçants en milliardaires en leur donnant des marchés juteux de gré à gré, des marchés qui n'exécutent pas, et qu'il peut permettre à ces barons de s'enrichir en gérant comme ils veulent les biens de l'État sans être inquiétés. Ils peuvent distribuer de l'argent aux dissidents des partis politiques de l'opposition ainsi qu'à certains responsables des syndicats, des organisations de la société civile, à des intellectuels pourris et à toutes sortes de prébendiers aux instants fragiles, sans oublier l'affaire des faux passeports, pensant asseoir durablement son régime injuste. Tout cela s'envolera comme de la poussière et consumera comme un feu de paille face à la colère du peuple souverain. L'histoire du pouvoir qui vient d'être défait par le peuple burkinabé nous enseigne on peut percevoir un certain stade d'indicateurs de niveau de pourrissement et de décomposition d'un régime. C'est ainsi que vous trouvez dans tel régime des gens pleins d'illusions et de mépris qui se croient tout permis parce qu'ils ont la majorité. Les travaux réalisés dans le département de l'Ela, dans le budget national, en dehors de toute procédure, le fait qu'il est là, soit le département d'origine de Issoufou Mahamadou, peut-il justifier 2 voies bitumées sur Ilela, les rues pavées dans la ville, les lampadaires et autres, la réhabilitation sans scrupule du collège où Issoufou a fréquenté à plus de 200 millions de francs CFA dans le budget national. L'achat d'un vieux avion présidentiel à plus de 21 milliards en violation des textes et en détournement de l'inscription budgétaire. Outre la surfacturation manifeste du coût de cet appareil, le plus choquant est le fait de le configurer comme un avion personnel. Si tous les présidents qui se sont succédés à la tête de ce pays ont privilégié ainsi leur village et leur région, qu'en serait-il aujourd'hui de la construction nationale? Qu'en serait-il de l'unité nationale qui se détrompe alors? Si dans ces conditions et après toutes les souffrances qu'il fait endurer aux Nigériens, il rêve de revenir en 2016 après ces élections, lui et son équipe ne seront plus qu'un mauvais souvenir pour le peuple nigérien. En effet, que faire d'un régime qui triche, qui vole et qui pille les richesses nationales? Que faire d'un régime qui, en un peu plus de 3 ans de gestion, comptabilise plus de dossiers politico-financiers compromettants que tous les autres régimes antérieurs réunis depuis l'indépendance et qui, comme pour se moquer de la population, continue sans honte de soutenir qu'il est constitué de chevaliers blancs? Que faire d'un régime qui fait de la sourde oreille à toutes les clameurs populaires, les complaintes et les plaintes, les réactions des Nigériens qui dénoncent son affairisme? Un régime qui, au lieu d'apporter des solutions concrètes aux préoccupations vitales de son peuple, ne fait que l'intoxiquer en longueur de journée avec des discours et des déclarations mensongères. Que faire de ce régime qui a confisqué la radio et la télévision nationale pour sa propagande exclusive et son entreprise d'intoxication et de détournement des citoyens? C'est le lieu, ici, de remercier la presse privée. D'ores et déjà, le PJD Hakika s'insurge contre le harcèlement dont sont victimes certains leaders de l'opposition et leur formation politique,
comme leur Excellence Hama Amadou, président de l'Assemblée nationale, président de l'Umana Africa, et de Mamadou Soumana, ancien président de la République, président de la CEDES Harama, dont les cas illustrent bien la stratégie lâche et honteuse de Issou Mamadou, consistant à diviser les partis politiques, à arracher certains partis à leurs leaders pour les priver de leurs outils d'expression et de combat, et monter des dossiers d'apparence juridique mais à motivation politique comme l'affaire des bébés. De même, le PJD Hakika juge inopportune, irréaliste et non conforme aux préoccupations actuelles du peuple l'adoption de la loi portant le nombre de députés de 113 à 171 par le reliquat des députés. En effet, l'accroissement de la population ne doit pas de facto entraîner l'augmentation des députés sans qu'on ne règle en amont des questions comme le fonctionnement matériel et institutionnel de la représentation nationale avec à sa taille actuelle et la question du respect de l'éthique et de la crédibilité de la fonction de député. Car, indéniablement, aux yeux des Nigériens, aujourd'hui, l'Assemblée nationale actuelle n'est plus crédible. Avec beaucoup de députés élus par défaut, suite à l'invalidation depuis de la moitié des listes des candidats des autres partis en dehors de celle du PNDS Taraya en 2011. De plus, cette institution s'est discréditée par l'affairisme, le mercantilisme des députés et leur intrigue, leur querelle et leur absence du sens de mandat. Nous réitérons notre proposition aux partis politiques qui partagent les mêmes valeurs et visions politiques d'unir nos forces, car l'heure ne doit plus être aux atermoiements, aux hésitations, aux calculs politiciens. Nous en appelons aux forces démocratiques qui croient encore aux vertus de la lutte, aux centrales syndicales, aux organisations de la société civile, pour mettre en place un cadre de lutte qui puisse veiller sur le cadre démocratique, l'approfondir et le renforcer. Plus particulièrement, nous demandons aux camarades responsables des sections, des coordinations du PDG, de préparer les dossiers de candidature d'ici fin décembre 2014. Car nous devons être prêts pour les élections locales prévues en 2015 et les législatives présidentielles en 2016, afin de réaliser l'alternance démocratique et le renouvellement de la classe politique par des nouveaux dirigeants plus responsables, plus progressistes, plus honnêtes et plus patriotiques. Enfin, nous exigeons de Mahamadou Chifou, dans un délai très raisonnable, l'abrogation sans délai de la loi portant l'augmentation des députés de 113 à 171. 2. L'arrêt de toutes les actions de déstabilisation et de division des partis politiques. 3. L'interpellation de Bazoum Mohamed dans l'affaire des faux passeports.